nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Une disparition incompréhensible. C'était un vrai mystère. On se demandait qui avait fait le coup. Et ça se passait chez les puissants. Une famille désespérée. Ils vivaient dans un quartier où la police venait rarement chercher un corps. Une quête de vérité de 10 ans. Une vie parfaite, détruite par un crime presque parfait. C'est tout de suite dans Crime en haute société. C'est un jour d'été en août 1996 que Perry March, un avocat de Nashville, se rend à la police pour signaler la disparition de sa femme. Accompagné de son beau-père et de son beau-frère, il déclare n'avoir ni revu ni reçu de nouvelles de sa femme Janet, 33 ans, depuis plus de 2 semaines. Il a raconté que sa femme avait quitté leur domicile sur un coup de colère. Il a expliqué à la police qu'elle lui avait reproché de ne pas avoir accompli certaines tâches qu'elle lui avait demandé de faire dans la maison. Cette nuit-là, le couple s'était disputé et Janet lui avait dit qu'elle avait besoin de respirer. Elle était partie avec sa voiture et des bagages et avait dit qu'elle reviendrait dans 12 jours. Janet ne dit pas à son mari où elle va. Tout ce qu'elle lui laisse, c'est une longue liste de tâches au bas de laquelle figure sa signature. La liste était intitulée « À Perry de jouer pendant que Janet n'est pas là ». Certaines tâches consistaient à faire les lessives des enfants ou à régler toutes les factures en attente d'être payées. Un pense-bête assez banal, mais qu'elle semblait devoir rappeler à son mari. La nuit du départ de Janet, Perry prévient ses beaux-parents, Larry et Caroline Levin. Ces derniers vont attendre anxieux le retour de leur fille. Au bout de 12 jours sans nouvelles, l'inquiétude laisse place à la panique. Je crois que les enquêteurs ont même reproché à Larry Levin d'avoir attendu si longtemps avant de donner l'alerte. La disparition officielle de Janet a été prise en compte 2 semaines après que son mari a prévenu la famille qu'elle n'était pas rentrée. C'était 2 semaines que la police ne pouvait pas rattraper. Les policiers commencent leur enquête au domicile des March à Forest Hills, un des quartiers les plus huppés de Nashville. La baby-sitter du couple leur déclare qu'elle avait senti quelque chose d'anormal le jour où Janet était partie. Elle avait vu Janet passer sa journée à travailler sur son ordinateur, alors que ce n'était pas du tout son genre de faire ça. Après avoir parlé aux amis de la jeune femme, la police découvre que son choix de partir à ce moment-là est très suspect. Sammy, son aîné, allait avoir 6 ans. Janet avait envoyé des invitations à tout le monde pour sa fête d'anniversaire. Le jour de l'anniversaire, Janet n'est toujours pas rentrée. Perry et ses beaux-parents décident de maintenir la fête, malgré tout. Leurs proches s'étaient demandé pourquoi elle s'était donné tout ce mal à organiser une fête à laquelle elle n'était finalement pas présente. Elle n'a pas appelé, elle n'a envoyé ni carte ni cadeau, rien. Et ceux qui la connaissent bien savent que Janet n'aurait pas non plus manqué le tout premier jour d'école de son fils. Sammy était très triste car il n'avait pas pu dire au revoir à sa maman. Tous ses proches ont dit que ce comportement ne ressemblait pas du tout à la Janet qu'il connaissait. La police cherche partout. Nous avons vérifié tous les endroits où quelqu'un souhaiterait se cacher. Elle traversait peut-être une grosse dépression. Elle était peut-être hospitalisée, voire en prison, mais on n'a rien trouvé. Finalement, 9 jours après l'annonce de sa disparition,
la police tient une piste. Quelqu'un a aperçu la voiture de Janet. La voiture était garée en marche arrière sur le parking de la résidence Brixworth à 7 km 700 de son domicile. Ses proches ont tous affirmé que Janet n'était pas une bonne conductrice et qu'elle n'aurait pas fait marche arrière pour garer sa voiture. À l'intérieur du véhicule, nous avons trouvé des effets personnels, des vêtements, des produits de beauté, des pièces d'identité de type permis ou passeport. Personne ne laisse ça dans sa voiture en temps normal. Ses chaussures étaient posées devant la pédale de frein et un livre de poche était rangé, tranche vers le haut, dans le rangement de la portière du conducteur. C'était très étrange, ça ne semblait pas du tout naturel. Les enquêteurs sont à présent convaincus qu'il est certainement arrivé quelque chose d'anormal à Janet March. D'une banale disparition de personnes, l'affaire s'est tout à coup transformée en enquête sur un meurtre potentiel. Un meurtre à Forest Hills? Cela semblait impossible. D'un autre côté, les femmes au foyer des banlieues bourgeoises sautent rarement dans leur voiture pour partir vers le soleil couchant, laissant leurs enfants derrière elles. Blackberry Road n'avait pas livré tous ses secrets et la police avait la ferme intention de les percer un jour. La police obtient un mandat pour fouiller la maison et la vaste propriété de la famille March. Nous avions réquisitionné les cadets en formation à l'école de police, car nous avions besoin de beaucoup de gens pour quadriller la zone et trouver peut-être un indice ou une preuve. La brigade aérienne était venue survoler la propriété pour qu'on soit certain de ne rien louper. L'hélicoptère avait un capteur à infrarouge pour détecter un corps. Les recherches ont été très importantes. Dans la maison, la police a hâte de savoir ce que Janet avait bien pu faire sur l'ordinateur le jour de sa disparition. Mais en entrant dans le bureau, les enquêteurs font une découverte surprenante. Le disque dur avait été retiré. Perry March était incapable de dire pourquoi ce disque dur manquait. Les soupçons de la police se sont renforcés. Les enquêteurs pensent que c'est Perry et non Janet qui a tapé la fameuse liste de tâches et qu'il a fait disparaître le disque dur pour se couvrir. La police avait prévenu Perry March qu'elle voulait inspecter ce disque dur et comme par hasard, il avait disparu lors de la perquisition. Perry March ne se comportait pas du tout comme on aurait pu l'attendre d'un mari en deuil. Je me souviens l'avoir vu en compagnie de son frère Ron sur la terrasse à manger et à fumer des cigares. À cet instant-là, il me semblait évident que le sort de sa femme lui importait peu. Perry devient vite le suspect principal aux yeux de la police. Mais au lieu de faire profil bas pendant l'enquête, il décide d'accorder une interview aux médias locaux pour y clamer haut et fort son innocence. I am beside myself that not only have I lost my wife and the mother of my children, but I don't have people hugging me and telling me how much they want to help me. I have police saying you did it. En gros, on devait croire au fait qu'elle avait abandonné ses 2 enfants, sa vie de famille formidable, ses parents, ses frères, ses sœurs, avec qui elle avait des liens très forts, et qu'elle avait disparu sans donner de nouvelles. Ses amis ont tous déclaré qu'elle n'était pas du genre à tout plaquer, comme ça, subitement, pour changer de vie. Ce n'était pas elle. Les parents de Janet se rendent compte qu'ils n'auraient jamais dû attendre 2 semaines avant de signaler sa disparition. Ils s'en veulent profondément. Beaucoup de gens se sont demandé comment ils avaient pu être aussi naïfs et ne pas prévenir la police plus tôt. Ils avaient simplement cru ce que leur avait dit Perry. Alors ils avaient décidé d'attendre que Janet revienne de ses 12 jours de break. Ils ne pouvaient même pas envisager que quelque chose de terrible avait pu lui arriver. Et les choses vont aller de mal en pis pour les Levin. 3 semaines après le début de l'enquête, Perry déménage avec ses enfants à Chicago.
Dès qu'il est devenu un suspect, il a mis les voiles, ce qui n'a pas du tout arrangé son cas. I'm a suspect. I'm a villain. There's only one way the police are going to clear my name, and that's find my wife or find someone who did something to my wife. Aussi louche qu'il lui paraisse, la police n'a rien de sérieux contre Perry. À moins de retrouver le corps ou d'amasser des indices confondants, le suspect principal de son enquête reste complètement hors d'atteinte. Durant l'automne 1996, la ville de Nashville vit au rythme d'un mystère. Janet March vanished more than 2 months ago. Police say her husband, Perry March, remains the prime suspect. À partir du jour où sa disparition a été signalée, toute la ville n'a cessé de se demander où pouvait bien être Janet March. Tout le monde avait sa théorie sur ce qui avait pu lui arriver, sur l'endroit où elle se trouvait. Des tas de gens ont même affirmé l'avoir vue. Quelqu'un a déclaré l'avoir vue dans un relais de routier à Smyrna. C'était absurde. Si Janet était vivante, elle ne sirotait pas un café dans le relais routier d'un bled paumé. Tout à coup, davantage de gens croyaient voir Janet March qu'Elvis Presley lui-même. La disparition tragique de cette jeune maman faisait les choux gras de la presse à scandale. On était bien loin des débuts féeriques de son histoire d'amour avec Perry March. Janet et Perry s'étaient rencontrés à l'université du Michigan, tout comme les parents de la jeune femme avant eux. Janet avait su tout de suite que Perry serait l'homme de sa vie et ses parents avaient béni leur union. Perry voulait être avocat comme beau-papa. Il voulait faire ses études dans la même école de droit que beau-papa. Il avait tout du gendre juif idéal et il était promis un bel avenir. Larry Levin avait déclaré que l'important à ses yeux, c'était que sa fille aime Perry. Le père de Janet, Larry, est un avocat réputé et bien installé. Sa femme Caroline et lui sont des membres respectés de la communauté juive de Nashville. Ils appartenaient aux hautes sphères de ce petit monde. Larry Levin était un avocat très puissant, spécialisé dans les assurances. En 1986, Janet et Perry se marient. Le style de vie du jeune homme change radicalement. Les March n'avaient pas autant d'argent que les Levin. Donc cette union, ne serait-ce qu'en termes financiers, était une vraie promotion sociale pour Perry. Perry se reposait sur eux pour tout et les Levin ont quasiment tout assumé financièrement. Ce sont eux qui ont financé ses études de droit à l'université de Vanderbilt, acheté ses livres et pris en charge ses dépenses courantes. Ils étaient vraiment pour beaucoup dans le style de vie dont Perry jouissait à Nashville. Ils l'aimaient et le traitaient comme leur fils. En 1992, Perry et Janet ont 2 enfants, Sammy, un garçon, et Tsipora, une fille. Tout semblait leur sourire. Ils étaient bien intégrés et avaient une petite vie parfaite. Leur carrière, d'avocat pour Perry et d'artiste et illustratrice pour Janet, décolle. En 1995, la famille s'installe dans une maison de près de 500 mètres carrés au cœur d'un des quartiers les plus chers de Nashville. Janet voulait en faire la maison de ses rêves. Alors, elle en avait pensé les moindres détails afin que l'endroit soit le plus charmant possible. Mais 9 ans après leur union, quelques mois à peine avant la disparition de Janet, les choses ne sont plus aussi parfaites qu'il n'y paraît. Ils se disputaient constamment, même en présence des Levin, qui s'inquiétaient beaucoup pour leur fille et leur beau-fils. Tous leurs proches savaient que le mariage battait de l'aile. La police va découvrir que Perry a passé sous silence une histoire embarrassante liée à son travail. Perry travaillait dans un des cabinets d'avocats les plus cotés de Nashville, Basberry et Sims, mais il en avait été viré. Une secrétaire juridique du cabinet avait reçu 3 lettres mystérieuses. Elle ignorait qui les avait écrites, mais leur contenu avait une forte connotation sexuelle.
Le cabinet avait fait une enquête interne et établi que l'auteur de ces missives enflammées était Perry March. Perry avait accepté de verser 25 000 $ à cette jeune femme pour éviter un procès pour harcèlement sexuel. Il avait quitté le cabinet et rejoint celui de Larry Levin. Monsieur Levin n'est pas au courant des vraies raisons qui ont poussé Perry à quitter le cabinet. Janet, en revanche, semble avoir découvert le secret honteux de son époux. Lors de la perquisition de la police, quelqu'un a trouvé une enveloppe Kraft sur laquelle figurait le nom et l'adresse de Janet. Et dans l'enveloppe, il y avait des copies de ces fameuses lettres enflammées écrites à cette jeune femme quelques années auparavant, accompagnées d'un emballage de préservatif. La police pensait que Janet avait dû découvrir, la veille de sa disparition, les déboires qui avaient poussé Perry à quitter son ancien emploi. À mon avis, elle l'a menacé de divorcer et franchement, si on se met à la place de Perry, un divorce impliquait bien plus qu'une séparation affective. En cas de divorce, il devrait renoncer à son niveau de vie, à un standing que seule Janet lui garantissait. Sans elle, il ne retrouverait jamais un tel statut. Il était désespéré. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils tiennent leur mobile. L'hypothèse de la police, c'était que la découverte du poteau rose avait dû provoquer une dispute violente qui aurait abouti à la mort de Janet. En novembre, 2 mois après sa disparition, la famille de Janet accepte de porter le deuil et organise une cérémonie funéraire. I think the amount of people here today reflects how much she'll be missed. It's hard for me to imagine that he would have anything to do with it, but I guess there are some unanswered questions. Perry refuse d'assister à la cérémonie, prétextant qu'il est trop tôt pour abandonner l'espoir que Janet refasse surface. There is no evidence that anything has happened to Janet, except that she is not here. I would like to be the first person to know if something has happened to my wife. Perry a le droit de ne pas assister à la cérémonie. En revanche, empêcher Sammy et Tsipora de rendre ce dernier hommage à leur maman est une véritable honte. La guerre entre lui et sa belle famille est déclarée. 2 ans après sa disparition, l'enquête sur la disparition de Janet piétine. Mais la bataille juridique entre son mari et ses parents fait rage. Well, the husband of a missing Forest Hills woman was in court this morning trying to gain access to some of her money. C'est Perry qui a lancé les premières procédures pour récupérer l'argent. Perry prétend avoir besoin de cet argent pour l'éducation de ses enfants. De leur côté, les Levin souhaitent prendre leurs petits-enfants en charge. Les procès s'enchaînent. Garde des enfants, droit de visite. À chaque attaque d'un camp, l'autre contre-attaquait par un procès. Je n'ose imaginer combien ça a coûté à Larry Levin, rien qu'au civil. Chaque semaine, en plus de l'enquête sur Janet, il se passait quelque chose autour des enfants ou de l'argent. Les Levin sont déjà furieux contre Perry d'avoir emmené ses enfants à Chicago. Mais ce qu'il fait ensuite les anéantit complètement. Au plus fort de leurs affrontements juridiques, Perry prend ses enfants et quitte le pays. Perry est parti vivre au Mexique, dans une petite ville balnéaire du nom d'Ajijic, près de Guadalajara. C'est là que son père vivait. Arthur March, un ancien lieutenant-colonel de l'armée et pharmacien à la retraite, coule des jours heureux au Mexique depuis déjà plusieurs années. C'était un ancien militaire, un dur à cuire, qui disait avoir fait partie des Bérets Verts et des forces spéciales. Il se prétendait expert dans plusieurs domaines. Ça, pour parler, ce n'était pas le dernier. Mais en somme, c'était plutôt un papy grincheux, assez sympathique.
Durant plusieurs années, Perry continue de parler à la presse de Nashville. Hopefully one day we discover what happened to Janet. And all of this will be an interesting story in my life. Il continue de clamer que sa femme est toujours en vie, ce qui ne l'empêche pas de tourner la page. Il se remarie au Mexique avec une certaine Carmen, une très belle fille. Elle avait déjà 3 enfants de son côté et ils en ont eu un ensemble. Perry continuait à exercer une vague activité d'avocat. Perry semble convaincu que ses ennuis sont derrière lui. Mais à 3000 km du Mexique, ses beaux-parents continuent de se battre pour la garde des enfants. Ils n'admettaient pas que l'homme qu'ils estimaient responsable de la mort de leur fille élève leurs petits-enfants. Un an plus tard, en mai 2000, un juge leur accorde la garde temporaire des enfants. Quelques jours après le jugement, ils passent à l'action. Caroline et Larry Levin se sont rendus au Mexique pour faire valoir leur droit de garde. Leur arrivée n'était ni prévue ni annoncée. Les enfants s'étaient rendus à l'école comme tous les jours, comme d'habitude. Monsieur et Madame Levin ont débarqué, accompagnés, d'après ce que je sais, d'hommes armés, et ils ont enlevé les enfants à l'école. Et plus tard dans la soirée, ils ont pris l'avion pour Mexico, puis ils sont rentrés à Nashville. Fou de rage, Perry contre-attaque. Perry et son père Arthur ont porté plainte pour enlèvement. La bataille pour la garde des enfants s'est transformée en une véritable guerre ouverte. Le juge fédéral de Nashville a statué qu'il n'y avait aucune raison légale d'arracher les enfants à leur lieu de vie légitime au Mexique. Et il a donc ordonné qu'ils soient immédiatement rendus à leur père, Perry March. La bataille pour la garde des enfants est perdue. Les Levin passent à la vitesse supérieure. Lawrence et Caroline Levin ont porté plainte contre Perry pour avoir causé la mort de leur fille. Perry a refusé de comparaître à Nashville. Il est jugé par contumace et reconnu coupable de la mort de Janet. Le jury l'a condamné à payer une amende de 113,5 millions de dollars. C'était une des condamnations aux civils les plus lourdes de l'État à l'époque. Mais les avocats de Perry retournent brillamment la situation et font annuler le jugement sur un vice de procédure. Fort de ses victoires juridiques, Perry reprend sa campagne médiatique pour laver sa réputation. Durant l'été 2004, Perry March envoie au procureur général de Nashville une photographie découpée dans un magazine. Il affirme que Janet figure sur ce cliché, entourée d'amis, et que la photographie a été prise dans un bar à Athènes durant les Jeux Olympiques. Pas une seule personne proche de Janet ne croit un seul instant que c'est bien elle. Cet homme a toujours eu le don de mettre de l'huile sur le feu. Nous voulions toujours retrouver le corps et tous nos efforts allaient dans ce sens. Mais on commençait à perdre espoir. Après 8 ans d'enquête intensive, les indices restent maigres. On avait quelques éléments. On savait qu'on n'en aurait peut-être pas plus. Nous avons vraiment cherché son corps partout. Le bureau du procureur décide de tenter sa chance et inculpe Perry March de meurtre. Le procureur et moi-même avons décidé de frapper fort. Au Mexique, Perry March ignore que l'étau se resserre autour de lui. Le procureur de Nashville agit en secret et demande son extradition. Dès que les autorités mexicaines l'ont expulsé, on l'a interpellé. Une escorte policière fait monter Perry dans l'avion, direction Nashville. Il a mangé, fait une sieste, lu un magazine, puis il nous a demandé si on avait des preuves que Janet était morte et si on avait retrouvé un corps. Et finalement, il a demandé ce qui se passerait s'il plaidait coupable. Il a déclaré au procureur et à Tom Thurman qu'il serait prêt à le faire, à condition de ne pas passer plus de 7 ans en prison, sinon sa nouvelle femme le quitterait.
Il a fait des déclarations qu'un innocent ne fait pas. Toutefois, le bureau du procureur sait que le procès est loin d'être gagné. Il ne pouvait pas faire le lien entre Perry et le lieu du crime. Il n'y en avait aucun. Ni d'arme du crime d'ailleurs. On n'avait rien qui permette de prouver qu'un meurtre avait été commis en dehors des actions de Perry et de la personnalité de Janet. Il n'avait rien contre lui. Il disait juste « Janet March a disparu. Nous pensons qu'elle est morte et qu'il en est responsable. » Les avocats de Perry étaient tellement confiants qu'ils pensaient que leur client n'aurait même pas le temps de perdre son bronzage à l'ombre de sa cellule. Mais l'affaire allait prendre un tournant très surprenant, avec au menu un co-détenu trop bavard, un habile coup monté par la police et un témoin surprise. We today are announcing the arrest of Perry March on several charges including second-degree murder. Les beaux-parents de Perry March se sont battus 9 ans pour son arrestation. Ils espèrent enfin que justice pourra être faite. Incapable de payer sa caution fixée à 3 millions de dollars, Perry est incarcéré dans la prison de Nashville en attendant son procès. Une fois derrière les barreaux, Perry avait deux choses à faire. Se faire petit et la boucler. Et il s'est planté. Perry March doit vraiment aimer s'écouter parler. Pendant près de 10 ans, il a passé son temps à raconter ses histoires farfelues aux premiers journalistes qui passaient devant lui armés d'un micro ou d'une caméra. Mais derrière les barreaux, son incapacité à tenir sa langue va lui attirer des ennuis bien plus sérieux. En prison, il a rencontré un détenu originaire des quartiers est de la ville. Un individu qui avait des ennuis avec la justice depuis l'enfance. Il avait un casier judiciaire long comme le bras et les deux hommes sont devenus amis. Russell Nathaniel Farris, on l'appelait Nate. Un jour, Farris prévient le bureau du procureur qu'il a des choses urgentes à déclarer. Il nous a révélé que Perry March était dans la cellule à côté de la sienne et qu'il lui avait demandé d'assassiner le couple Levin. Quand il nous a dit ça, on était tous sous le choc. On n'arrivait pas à croire que Perry ait pu tenter de recruter un assassin en prison. Monsieur Farris n'étant pas fiable, nous lui avons demandé de prouver ses dires. D'après lui, Perry parlait constamment de ce projet. On a demandé à ce que Nate emporte un dictaphone avec lui pour enregistrer Perry. Dans l'attente de son procès pour tentative de meurtre, Farris est plus qu'enclin à balancer son voisin de cellule. Farris devait être libéré sur parole très prochainement. Il était censé profiter de ce séjour hors de prison pour surveiller les Levin, noter leurs habitudes et finalement les assassiner. Perry déclarait qu'en éliminant les Levin, qui devaient témoigner contre lui, ses chances d'acquittement passaient de 50 à 90%. De tous les gens qu'il aurait pu choisir pour commanditer un assassinat, il a fallu qu'il opte pour un roi de la balance. Ça, c'est toute la beauté de Perry March. Il n'avait pas le moindre début de génie criminel en lui et n'en était même pas conscient. Pour convaincre Farris, Perry lui garantit l'aide de son père. Arthur March était supposé offrir un toit et un refuge au Mexique à ce prétendu tueur à gages. Il lui faisait miroiter des bières glacées au bord de l'océan, une vie de pacha. Enfin, toutes sortes de promesses qui plaisaient beaucoup à Nate. Perry aide même Farris à trouver un faux nom. Bobby Gibbons. Quelques semaines plus tard, le plan se met en branle.
Perry pensait que Faris était libéré sur parole, alors que nous avions orchestré son transfert vers la prison d'un autre comté. Faris a alors passé plusieurs coups de téléphone à Arthur March au Mexique. Hello, this is Colonel? Yes. Hey, how you doing? My name's Bobby Givens. Quand Faris l'a appelé, ça n'a pas surpris Arthur puisque son fils l'avait prévenu qu'il devait faire de son mieux pour l'aider. Is it fun down there? The sky's blue, the beer's cold, the women are hot. What the hell else do you need? Au bout de 5 minutes, il parlait déjà de trouver une arme. Et au bout de 10, il parlait de l'assassinat des Levin. C'est alors qu'Arthur est passé aux choses sérieuses et a expliqué à Faris comment faire, quelle arme utiliser, comment ne pas laisser d'empreinte. My suggestion is, from the minute the product is got, you wear thin surgeon's gloves. Yeah, okay. You do not take them off at all. Il lui a spontanément donné des conseils. Faris remettra plus de 6 heures d'enregistrement accablant à la police. Nathaniel Faris était le pire complice possible pour fomenter un meurtre. Le point d'interrogation qu'il a tatoué sur le cou, il signifie « Est-ce que je vais te balancer ou pas ?» Perry et son père sont immédiatement inculpés de complot et d'intention de commettre un meurtre. Beaucoup de gens se sont demandé comment un avocat pouvait ignorer qu'il était dangereux de trop parler aux gens en prison. Au départ, peu de gens ont cru à cette histoire parce qu'ils n'arrivaient pas à croire que ce type pouvait être à ce point stupide. Mais à l'écoute des enregistrements, il n'y avait plus de doute. Après les avoir vus lui filer entre les pattes pendant 10 ans, la police avait enfin mis le grappin sur Perry March et son père. Les enquêteurs étaient certains qu'en faisant pression sur Arthur, ils parviendraient à élucider le mystère qui entourait la disparition et la mort probable de Janet March. Colonel. Yeah. Hey, this is Bobby. Look here. Everything's done. Alors qu'il collabore avec la police, Ned Faris appelle Arthur March au Mexique pour lui dire qu'il a tué les Levin. Yeah, but you finished the job up there? Yeah, that's done. Everything's done. I'm in Houston right now, and I will be in Guadalajara at about 2:30. Arthur s'est rendu à l'aéroport de Guadalajara. Le FBI le suivait depuis chez lui. Et là, un agent du FBI s'est approché de lui et lui a demandé s'il était bien Arthur March. Il a dit oui. Au début, il a refusé de dire ce qu'il faisait à l'aéroport, mais il a fini par reconnaître qu'il était venu attendre un certain Bobby Givens. Le FBI arrête Arthur March et le ramène à Nashville. Dès qu'Arthur March s'est retrouvé en garde à vue, l'affaire s'est considérablement accélérée. À ce stade, la police et le bureau du procureur soupçonnaient déjà le père de Perry March d'avoir joué un rôle dans la disparition de Janet. Quand il entend les enregistrements de Faris, Arthur March comprend qu'il est dans de sales draps. Alors qu'il risque entre 7 et 10 ans de prison, on lui propose un marché. Il a accepté de plaider coupable pour ne purger que 18 mois, en échange de quoi il s'engageait à nous aider pour élucider l'affaire de meurtre. State your name for the record, please, sir. Arthur Wayne March. And how old are you? 78. Arthur March s'est révélé être aussi peu intègre que son fils. Afin de sauver sa peau, il a choisi de lui tourner le dos et de parler à la police. Et ce qu'il a avoué a scellé le sort de Perry March. Did your son ask you to do something for him, to assist him in a matter? He asked me to help dispose of Janet's body. D'après Arthur March, Perry et Janet avaient eu une violente dispute. Ils en étaient venus aux mains et Janet était morte. He never mentioned that he killed her. Never. He used the term accident. J'ignore si Arthur croyait la version de son fils, mais cet homme se targuait de régler ce type de problème. Il aimait son fils, mais il le prenait un peu de haut.
Il était bien du genre à dire à Perry « Tu les collectionnes, fiston. Tu as vraiment caché le corps là-bas » Arthur révèle aux policiers que Perry avait dissimulé le corps de Janet dans un bois près de la maison. Comme le terrain allait être construit, Perry avait décidé d'appeler son père à l'aide pour déplacer la dépouille. Perry avait décrit à son père comment retrouver le corps, à combien de mètres il se trouvait du chemin. Il l'avait conduit là-bas. Did you follow his instructions? Yes. Were you able to find? Yes, with no problem. Si Arthur March disait la vérité, la police tenait enfin des preuves concrètes. Elle n'avait pas de corps, mais elle avait un témoin qui affirmait avoir vu le corps. Perry and he opened the trunk. Perry grabbed one end and I grabbed the other and we lifted it into the trunk. Ensuite, il a expliqué à la police que son fils et lui avaient emporté le corps en voiture et roulé jusque dans le Kentucky. Ils avaient pris une chambre à l'hôtel où Perry était resté, tandis que son père était reparti seul pour finir le travail. Perry laid down, he said he was very tired, gave me the keys to the car, I went back and got in the car, went back out to the highway. Il a donc cherché un endroit sûr où faire disparaître le corps, mais rien ne convenait jusqu'à ce qu'il tombe sur un endroit intéressant. And it was just getting light, and I drove up, pulled over to the side of the road, and there was a big pile of brush. Il a trouvé que c'était une bonne idée de mettre le corps dans des broussailles, car il pourrait être brûlé. And I cleared away three, you might say like there were holes. And in the first one, I put the clothes that was in there on the top. And then in the next hole, I put Janet. I flipped out the body. Arthur March accepte de conduire les enquêteurs à l'endroit où il aurait laissé le corps de Janet. La police passe la zone au peigne fin et n'en retrouve aucune trace. What was your purpose in putting the bag in that crush pile? I have it turned and it would be cremated and there would be no body. La police n'a donc aucune preuve matérielle corroborant la déposition de son témoin majeur. Pourtant, elle est convaincue qu'il dit la vérité. Dans l'histoire qu'il a racontée à la police, il y avait des éléments tellement incroyables qu'il ne pouvait pas les avoir inventés. On lui a fait répéter son histoire de nombreuses fois et il n'a jamais changé de version. Je dois lui tirer mon chapeau. Arthur March était un pro pour faire disparaître un corps. Toute considération morale mise à part, il avait fait un boulot impeccable. Why did you agree to help your son get rid of Janet March's body? My son. Perry March aurait pu regretter de ne pas avoir agi seul. Cependant, son père a tellement bien travaillé que l'accusation n'a toujours pas la moindre preuve matérielle à présenter contre lui devant un juge. Tout Nashville sait qu'il a du sang sur les mains, mais personne ne se serait aventuré à prédire l'issue du procès de Perry March. Le 9 août 2006, près de 10 ans jour pour jour après la disparition de Janet March, son époux fait face à la justice pour répondre de son meurtre. This case is about murder, about deceit, about abuse of trust. Le piège dans un procès pour meurtre où le corps n'a pas été retrouvé, c'est que la défense peut faire le coup du « j'appelle Janet March à la barre ». Et là, si les gens se retournent, l'avocat leur assène un « vous voyez, vous n'êtes pas sûr qu'elle est morte ». L'accusation espère que le comportement de Perry après la disparition de sa femme et le fait qu'il ait un mobile évident suffiront à convaincre les jurés. He told me that he was afraid Janet was going to divorce him and take his children from him. What was the crime that the discussion was brought up about? For me to murder the Levines. Whose idea was that? It was Perry's idea. Le témoin clé de l'accusation, Arthur March, est malade et ne peut comparaître. Mais l'enregistrement vidéo de ses aveux stupéfie la salle d'audience. Lorsqu'on l'a entendu sur la vidéo admettre qu'il avait bien fait disparaître le corps, tout le monde a eu le sentiment que le mystère était résolu.
Alors que les preuves accablent de plus en plus Perry, son attitude à l'audience choque. Il s'est montré arrogant et hautain à la barre. Ça l'a desservi. Après 7 jours de procès, le jury part en délibération. All right, if you would stand, please, through there and announce the verdict on behalf of the jury. We, the jury, find the defendant, Perry Avram March, as to count 1, guilty of second-degree murder, as to count 2, guilty of abuse of a corpse, as to count 3, guilty of tampering with evidence. I would like to express our profound gratitude to the many people in the Nashville community who gave support to us in our pursuit of justice for our daughter and for our grandchildren. That's all we have to say. I think they had a passion. Ils ont été animés d'une foi inébranlable en la justice et ils étaient déterminés à aller jusqu'au bout pour la mémoire de Janet. Perry March est condamné à une peine de 56 ans de prison. Le marché qui garantissait une peine de 18 mois de prison à Arthur March est désavoué par un juge fédéral qui le condamne à 5 ans de prison. Mais après seulement 4 mois derrière les barreaux, il meurt à l'âge de 79 ans. Cette affaire n'aura pas cessé de faire des victimes depuis la mort de Janet March en août 1996. Si je dois retirer une chose de toute cette affaire, ce sont les drames qu'elle a causés et les conséquences que l'acte de Perry March a eues sur de nombreuses vies. Perry March se croyait plus malin que les autres. Et au final, c'est précisément ce qu'il a perdu. Il s'en serait probablement tiré s'il avait été capable de se taire. Il allait droit vers la victoire et s'est jeté dans la gueule du loup. C'est fort quand même. Perry March continue de faire parler de lui en prison. Il a monté une pétition interminable pour sa défense. Pire, il a lancé une procédure judiciaire pour faire retirer la garde de ses enfants à ses beaux-parents et les confier à sa seconde femme. Certaines personnes n'ont aucune dignité. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.